Donc, il faut qu'on termine l'électrocinétique. Et il nous reste en particulier un passage important qui concerne les diagrammes de Bode, donc c'est-à-dire l'étude en particulier des filtres, la réponse donc des circuits à un signal sinusoïdal. Alors, il y a une remarque générale que je n'avais pas faite, que j'aurais dû faire, enfin que je fais maintenant. Pourquoi c'est si important les régimes sinusoïdaux? Bon, d'abord parce que un courant alternatif sinusoïdal est facilement disponible s'il est fourni par EDF, hein, dans une prise de courant. Pardon? Exactement. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le signal périodique que vous avez à disposition, il peut se décomposer par série de Fourier en une somme de signaux sinusoïdaux ayant pour fréquence ou pour pulsation des multiples entiers de la pulsation propre, de la fréquence de base en fait. Ah, donc si vous avez un signal périodique qui fait n'importe quoi mais qui se répète, vous pouvez écrire, ça c'est un théorème dû à Fourier, qui est extrêmement puissant et extrêmement profond et extrêmement utile en mathématiques comme en physique, c'est que vous pouvez en fait représenter ce signal comme la somme de signaux. Alors, donc il y a le signal qu'on appelle fondamental qui a la même longueur d'onde ou la même période ou la même fréquence que votre signal, et ensuite vous avez des harmoniques. Donc vous avez, voilà, ça c'est le signal d'harmonique 2 avec une certaine amplitude. Puis après vous avez le signal d'harmonique 3. Enfin, je ne vais pas forcément bien le faire, etc. Et puis l'harmonique, donc quand je dis l'harmonique 3, c'est-à-dire la fréquence triple, la pulsation triple, donc la période 3 fois plus petite. Et donc, en additionnant ces signaux-là, avec les bons coefficients, vous arrivez à vous rapprocher de votre signal initial d'aussi près que vous voulez, et à la limite d'une série infinie, en sommant une infinité de termes, avec les bons coefficients, vous pouvez égaler le signal de départ. Donc tout signal est en fait tout signal périodique est une superposition de signaux harmoniques sinusoïdaux. Et d'ailleurs, le théorème de Fourier nous dit que même si le signal n'est pas périodique, avec une distribution continue de fréquences, et non plus juste des multiples entiers des harmoniques, vous pouvez reproduire n'importe quel signal. Donc ça, c'est très important, et ça justifie l'intérêt, en plus de plein d'autres arguments, ça justifie l'intérêt des régimes sinusoïdaux. Bien, alors, on avait commencé la dernière fois à étudier la réponse des circuits en fonction de la fréquence, et on avait en particulier étudié pour le circuit RLC RCL. Pour le circuit RLC, la réponse de n'importe laquelle des tensions ici, ou du courant, à l'excitation E en fonction de sa pulsation oméga. Et on avait vu que la fréquence d'oscillation du système excité avec la pulsation oméga, c'est forcément la même que celle du signal excitateur. Je vous rappelle le lien d'ailleurs, oméga égale 2pi nu égale 2pi sur t, d'accord ? Pulsation, fréquence, période, n'est-ce pas ? Mais on avait vu que l'amplitude de l'oscillation dépendait de la fréquence et pouvait manifester des phénomènes de résonance avec des fréquences qui étaient particulièrement, enfin, qui donnaient des fréquences excitatrices qui donnaient lieu à des réponses de très grande amplitude et d'autres, au contraire, très atténuées. Bien. Donc, on va voir comment on peut formaliser ces réponses
dans une approche où on considère des éléments de circuit comme des quadrupôles. Quadripôle ou quadrupôle? À chaque fois, je me trompe. En France, c'est quadri. D'accord. Oui, comme un dipôle. Ok. Ouais, mais en anglais, on dit quadruple et on dit quand même dipôle avec un i. Donc, bon, bref. Donc, c'est pour ça que j'oublie, mais très bien. Quadripôle, ne vous trompez pas, quadripôle. L'idée, c'est donc... Alors, c'est quoi un quadripôle? C'est une boîte noire dans laquelle il y a 4 pôles. Enfin, peu importe l'orientation. Vous avez 2 pôles d'entrée et 2 pôles de sortie. Et typiquement, vous allez avoir la tension d'entrée qui est la tension entre les 2 pôles d'entrée et la tension de sortie qui est la tension entre les 2 pôles de sortie. Et donc, on s'intéresse à la réponse de ce quadrupôle à une excitation UE, c'est-à-dire qu'on se demande que vaut US en tant que fonction de UE. Alors, quand tout est bien linéaire, et linéaire quand on est en régime sinusoïdal, ça peut vouloir dire avec des dérivations et des intégrations, hein, puisque quand on passe en représentation complexe, tout ça revient à multiplier par des j oméga ou à diviser par des j oméga. Hein. Donc, si vous avez un circuit ici qui est linéaire, dans un sens élargi, vous allez avoir US qui est en fait proportionnel à UE. Alors, proportionnel avec un nombre complexe, et donc, c'est-à-dire avec donc, un rapport d'amplitude différent, mais également un déphasage possible entre la sortie et l'entrée. Et donc, on définit ce qu'on appelle la fonction de transfert. Comme étant précisément le rapport entre la sortie et l'entrée. Alors, fonction de transfert complexe. Donc, c'est le nombre H, le nombre complexe H, qui est le rapport de US à UE. Donc, ça, c'est la fonction de transfert en tension. Quand on ne précise pas, en général, c'est de ça dont il s'agit, mais on peut aussi avoir une fonction de transfert en intensité où on va s'intéresser, par exemple, au courant IE qui rentre ici, au courant IS qui sort là. Et la fonction de transfert en courant, ce sera IS divisé par IE. D'accord ? On peut aussi former des fonctions de transfert mixtes où on s'intéresse au courant de sortie en fonction de la tension d'entrée, ou à la tension de sortie en fonction du courant d'entrée. Bref, s'il y a besoin de ça, ce sera précisé dans les énoncés. Quand on ne dit rien, on s'intéresse généralement à la tension. Donc on définit cette fonction de transfert H comme étant US sur UE. Et ensuite, on étudie cette fonction de transfert du point de vue de son module, parce que ça c'est un nombre complexe, a priori. Il pourrait être réel s'il n'y a pas de déphasage, mais a priori c'est complexe. Donc on l'étudie du point de vue de son module, qui donne le rapport des modules des tensions de sortie et d'entrée. Donc c'est ce qu'on appelle le gain en tension. Donc le module de H, donc, module de US sur UE, généralement on le note G et c'est le gain en tension. Si on travaille avec les intensités, ce sera un gain en intensité, enfin peu importe. Et puis, il y a, on s'intéresse aussi à H du point de vue du déphasage. C'est-à-dire que l'argument de H, c'est le déphasage entre la sortie et l'entrée. Enfin, entre l'entrée et la sortie.
Pourquoi cela? Eh bien, simplement parce que on a US donc, qui vaut HUE. Si je note donc θ, l'argument ici, j'ai H qui ne vaut rien d'autre que son module fois E puissance Iθ, UE. D'accord? Donc θ, c'est bien le déphasage, c'est la phase qu'il faut ajouter au signal UE pour obtenir le signal US. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de général? Oui, en général, le gain, on s'intéresse au gain en décibels, c'est-à-dire qu'on prend le logarithme à base 10, et en fait, comme le gain en décibels est défini du point de vue de la puissance c'est la tension au carré, 1P égale RI carré, donc l'intensité au carré, ou bien U2 sur R, donc la tension au carré. Donc il y a un facteur 2 qui vient là, au lieu d'être 10 fois le log de G. Enfin, en bel, ce serait le log. En décibels, c'est 10 fois le log. Et quand on s'intéresse donc à la tension plutôt qu'à la puissance, ça va être 20 fois le log. D'accord? Donc, G en décibels, c'est par définition 20 log de G, c'est-à-dire 20 log du module de H. D'accord? Bon, voilà. Étant entendu que lorsque ce gain est petit, ça veut dire que US est écrasé par rapport à UE. Quand le gain est grand, ça veut dire que donc US est maximal, est grand. Enfin, donc le point, c'est que G va dépendre de la pulsation. Et donc, le quadrupole va réagir différemment à différentes fréquences d'entrée, ou différentes harmoniques si on a un signal périodique qui n'est pas sinusoïdal, et donc va établir un filtrage du signal d'entrée. Un filtrage au sens très général, c'est-à-dire que certaines fréquences vont être amplifiées, ou bien atténuées, ou bien pas affectées. Et donc comme ça dépend de la fréquence, ça va modifier la forme du signal en modifiant le rapport entre les différentes harmoniques. Bon, alors, plutôt qu'un long discours, on va faire des exemples tout de suite. Et je vous propose de commencer par les cas les plus simples de filtre, avec simplement une résistance et un condensateur, par exemple. Donc, on va prendre un premier quadripôle. Et j'ai dit I. Hein. Un premier quadripôle qui va être simplement une résistance et un condensateur. Voilà, donc ça c'est juste un élément de circuit standard, mais j'en fais un quadripôle si on veut, en isolant donc cet élément-là, et donc en considérant les pôles d'entrée et les pôles de sortie que voici, avec donc la tension d'entrée UE et la tension de sortie US. Alors, il est courant de considérer que ce fil-là qui traîne en bas est mis à la masse, mais enfin peu importe, les potentiels sont définis à une constante près. Ce qui est sûr, c'est que dans la mesure où là, il y a un fil qui relie ces deux bornes, ils sont au même potentiel, donc je peux tout aussi bien l'appeler 0. Ou le mettre à la masse si, en pratique, si on fait le montage comme ça, peu importe. Donc, je vais simplement calculer US en fonction de UE, en passant bien sûr en représentation complexe, pour éviter d'avoir à dériver des charges ou à intégrer des courants. En représentation complexe, tout est purement algébrique. Et donc, à condition qu'il n'y ait pas de courant qui sorte là,
Donc, c'est-à-dire à condition que, que quoi qu'on mette en aval, ça ne prélève pas du courant. C'est-à-dire, ça revient à dire que ce qu'on va mettre en aval a une impédance d'entrée infinie, ou disons très très grande, de sorte que le courant prélevé ici est très faible. Donc on le néglige. Donc s'il n'y a pas de courant prélevé ici, eh bien le courant qui rentre là, en fait, descend dans cette branche-là, parce qu'il n'y a rien qui sort en haut. Et par conséquent, on a affaire à un diviseur de tension tout à fait standard, comme on l'a rencontré la dernière fois. Et donc on peut écrire que US, c'est... Alors c'est cette impédance divisée par ça plus ça. D'accord pour tout le monde, hein? Donc 1 sur JC oméga divisé par 1 sur JC oméga plus R, c'est-à-dire 1 sur 1 plus JRC oméga. On se rappelle que RC c'est un temps fois une pulsation, c'est sans dimension. Ah, il manque UE, bien sûr. Merci. Donc la fonction de transfert de ce petit quadripôle tout simple, elle se lie, elle est là, d'accord? H, c'est 1 sur 1 plus J. Alors, RC, je vais l'appeler tau directement, hein, c'est la constante de temps de ce circuit RC. Et donc, ça fait, juste pour simplifier, 1 sur 1 plus J oméga tau. C'est un point diviseur qu'on a fait pour avoir ça? Oui, j'ai dit que c'était ça sur ça plus ça. Mais sinon, vous pouvez écrire I ici. Vous avez cette tension-là qui vaut RI. Celle-ci qui vaut 1 sur JC oméga I. Et on fait la loi des mailles. Et, voilà, et vous faites la loi des mailles. Vous avez UE qui vaut ça plus ça. Et US qui vaut juste ça. Donc US sur UE, c'est ça sur ça plus ça. Bon, alors si on a H, on a le gain immédiatement en prenant son module. Voilà, donc G égale module de H égale 1 sur racine de 1 plus oméga 2 taux 2. Où taux est égal à RC. Donc voilà le gain, et vous voyez que ce gain est maximal pour une fréquence nulle et décroît à la limite, quand oméga est grand devant tau, il décroît comme 1 sur oméga, le gain. Si oméga est petit devant tau, eh bien, G, grosso modo, ça vaut 1. C'est-à-dire que la tension de sortie est égale à la tension d'entrée. Et si oméga est grand devant tau, alors... pardon, 1 sur tau, bien sûr. Excusez-moi. Je veux dire, si oméga tau est petit devant 1, ce terme est négligeable. Et donc, ça fait 1. Et si oméga tau est grand devant 1, c'est le 1 qui est négligeable. Et donc, on a le gain qui vaut 1 sur oméga tau. Enfin, qui vaut à peu près... Enfin, qui se comporte comme 1 sur oméga tau. Alors donc, il est pratique de représenter ce gain en échelle logarithmique. C'est ça l'essence de prendre ce gain en décibels. Donc, on va prendre le logarithme du gain ici. Si j'écris le gain en décibels, il vaut donc 20 log, comment on écrit log LOG, c'est à base 10, hein? Donc c'est 20 log à base 10 de G, et donc ça fait, alors ça fait moins 10 log de 1 plus oméga 2, non, si, oméga 2 taux 2, c'est ça. Ok. Puisque 1 sur racine, c'est puissance moins 1,5, donc ça donne ça. Ok.
Alors, il y aura quelques remarques physiques à faire, mais on va d'abord, enfin, on les fera après. Donc, ce qu'on appelle diagramme de Bode, c'est simplement la représentation du gain en décibels et du déphasage, qu'on va calculer aussi pendant qu'on y est, en fonction de la pulsation. Que vaut le déphasage ici ? C'est arc tangente de... C'est arc tangente de... Ah non, c'est l'argument de H. Oui, pardon. Ouais. Oui. Ok. C'est arc tangente de oméga tau. De moins oméga tau, en fait, puisqu'il est en dessous. Ah oui, j'aurais dit moins. Ou moins arc tangente de oméga tau, hein, au choix. Pardon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça ? Parce que ça mérite peut-être une petite explication. Ce nombre complexe-là qui est au dénominateur, je vais l'écrire là. C'est 1 sur R puissance Iθ. Enfin, non, faut pas que je mette. Ouais. C'est 1 sur R puissance Iφ où tangente phi égale oméga tau sur 1. Ça va pour tout le monde, ça ? Ce nombre-là au dénominateur, c'est le nombre complexe R puissance Iφ et donc R, c'est racine de 1 plus oméga 2 tau 2 et phi, c'est arc tangente de oméga tau sur 1 de Y sur X, donc de oméga tau. C'est bon pour tout le monde ? Sûr ? Oui, ça y est ? Bon. Et donc l'argument de 1 sur ça, évidemment 1 sur ça, c'est 1 sur R, E puissance moins Iφ. Donc le θ de la fonction de transfert, c'est bien moins ce phi-là, donc moins arc tangente de oméga tau. Bien, alors, on va représenter la phase et le gain en décibels, en échelle logarithmique, en fonction de oméga. Alors, la procédure est toujours la même. On regarde les comportements asymptotiques et puis on les relie. Comment je vais me placer ? Je peux effacer à gauche, c'est bon ? Mais ça, monsieur, comme quoi, c'est une arc tangente, ça marche aussi le 1 là, il est positif. C'est arc tangente de A plus IB, non ? Oui, si vous avez Z égale A plus IB, ça c'est égal à R puissance Iθ, où R égale racine de A2 plus B2, c'est le module, et tangente θ égale B sur A. Voilà. C'est ça qui... Voilà. La base, c'est ça. Et si A est négatif, on rajoute I, non ? Si A est négatif, ça reste vrai. C'est juste que la tangente de θ, enfin, arc tangente de moins x, effectivement, c'est arc tangente de x plus pi. Ouais ? Ok. J'efface à gauche. Attends. Je vais effacer à gauche. Sinon, vous pouvez passer à droite. Ben non, parce que là, on a notre expression déjà. C'est un peu dommage. C'est bon ? Oh.
Alors, la procédure est toujours la même. On étudie d'abord les comportements asymptotiques. Donc, on voit clairement qu'il y a une pulsation spécifique qui correspond à 1 sur tau ici, donc 1 sur RC. Pour oméga petit devant oméga C égale 1 sur RC, oméga critique ici. Je vais l'appeler oméga 0 avant de l'appeler oméga C, parce qu'on verra que c'est ce qu'on appelle la fréquence de coupure, mais on verra ça après. Enfin, tout de suite, mais dans une minute, disons. Pour oméga petit devant oméga 0, c'est-à-dire 1 sur tau, on a déjà vu que G était égal à 1, donc le gain en décibels vaut 0. Le log de 1, c'est 0. Donc, dans un schéma représentant en fonction du log de oméga sur une certaine référence, parce qu'il faut que l'argument d'un logarithme doit toujours être sans dimension, donc vous divisez par n'importe quelle référence. Vous voyez que pour oméga très petit, c'est-à-dire log qui tend vers moins l'infini, on a le gain en décibels qui vaut 0. Bon, en fait, la référence, on va prendre oméga 0. Ici, on ne va pas s'embêter. Donc, pour oméga petit devant oméga 0, c'est-à-dire pour le log très négatif, on tend vers un truc constant qui vaut 0. Maintenant, pour oméga grand devant oméga 0, eh bien, c'est ce qu'on a ici. On voit que GdB, ça tend vers ceci. Avec le 1 ici qui est négligeable, bah, oui, j'avais pas fini ici. Oui. Oui, j'avais pas fini là. Bah, je le reprends là. GdB, donc ça fait moins 20 log de oméga tau. Ça va pour tout le monde? On a ça, mais dans cette limite-là, le 1 est négligeable devant oméga tau. Donc en fait, on a moins 10 log de oméga tau au carré. Et log d'un nombre carré, c'est 2 fois le log du nombre. Donc ça fait moins 20 le log du nombre. Ouais? Et si on remplace directement G, qui est à peu près égal à 1 sur oméga tau, oui, dans l'expression juste en dessous. Juste en dessous. Voilà. Ouais? Oui, oui, c'est pour ça que là, j'avais repris ça bêtement, mais j'aurais pu écrire directement ça, là. Ça revient, enfin, c'est ça qu'on fait. C'est ça, c'est exactement ça qu'on fait, oui. Enfin, ça, c'était inutile, excusez-moi, je ne sais pas, j'ai dû être distrait au moment de l'écrire. Enfin, c'est pas faux, mais c'est juste que j'ai pas implémenté la limite alors que c'est ça que je voulais faire. Donc, en implémentant la limite, on voit moins 20 log... Alors, donc ça, maintenant, représenté dans un diagramme GdB en fonction de log de oméga sur oméga 0, bah, ceci est une droite, hein, y égale ax, où a vaut moins 20. Donc, on a une pente ici. Enfin, si je représente cette droite-là dans le diagramme GdB en fonction de log, eh bien, c'est la droite qui passe par 0 et qui a une pente ici. Alors, on dit que c'est une pente de moins 20 décibels par décade. Ça veut dire quoi par décade? Ça veut dire que si on multiplie oméga, la pulsation, par 10, on va augmenter le log de 1. C'est ça une décade. Une décade, c'est l'ajout de 1 en log en base 10, c'est-à-dire la multiplication par 10. 2 décades, c'est un facteur 100. 3 décades, c'est un facteur 1000. D'accord? Donc là, à chaque fois que oméga est multiplié par 10, eh bien, on retire 20 au gain en décibels. Hein, parce que à chaque fois qu'on
multiplie oméga par 10, on ajoute 1 au log, donc on retire 20 au gain en décibels. Voilà pourquoi on dit que cette pente ici est une pente à moins 20 décibels par décade. Donc, on a vu que à très petite fréquence par rapport à oméga 0, le gain en décibels se comporte comme ça. À très grande fréquence, il se comporte comme ça. Et donc, entre les deux, bah, ça fait un truc comme ça, quoi. Ça passe de l'un à l'autre. Oui, j'ai entendu. Ah, oui. C'est très bête, mais on n'avait pas dit que c'était RC. Du coup, ça fait Racine de... ah non, alors ça va pas. C'est le racine qui est pas bon. Pourquoi j'ai dit racine, je ne sais pas. Merci. Pas du tout de racine. Merci. Yes. Alors, il est intéressant de se poser la question de ce que vaut le gain exactement ici, là où on coupe la ligne, là, quand on a oméga qui vaut oméga 0. Ça aide à tracer ça. Hein, parce qu'on pourrait avoir un truc comme ça. Évidemment, je n'ai pas mis d'échelle. Mais en tout cas, à partir du moment où je vais fixer ça, après, c'est assez contraint à faire. Hein. Donc, que vaut le gain en décibels de oméga égale oméga 0 ? Eh bien, ça vaut... Alors là, on va reprendre l'expression complète. On n'est plus dans les asymptotes. Le vrai gain en décibels, il vaut ça. Hein, ça donne ça. Ah oui, non, c'est parce que je n'avais pas encore implémenté les contraintes là. Donc c'était... Oui, il n'y avait pas de bêtises. Peu importe. Donc ça vaut exactement moins 10 log de 1 plus 1. C'est-à-dire moins 10 log de 2. Et combien ça fait, moins 10 log de 2 ? Ça fait moins 3. À très peu de choses près. À combien près vous l'avez fait ? Qui peut faire moins 20 log de 2 ici, sur sa calculette ? Moins 10. Oh là là. Moins 10, pardon. Ça fait moins 3 à très peu de choses près. Voilà, moins 3,0 quelque chose. Donc, vous voyez que le gain à la pulsation propre, enfin la pulsation qui correspond au temps caractéristique, c'est en gros, c'est le gain maximal, qui ici vaut 0, moins 3 décibels. Voilà pourquoi on parle de gain à... Enfin, on parle de coupure à moins 3 décibels. Je vais le préciser ici. Donc ici, on a moins 3, on est d'accord. Ça, c'est le point clé. Donc, vous voyez, on a tracé la courbe de réponse de ce quadripôle en fonction de la pulsation. Alors, quel est l'intérêt de ce gain à moins 3 décibels ? Eh bien, comme vous le voyez, moins 3 décibels, ça correspond à une chute du gain d'un facteur 1 sur racine de 2. Quand oméga tau vaut 1, le gain vaut 1 sur racine de 2. Si l'amplitude de la tension est divisée par racine de 2, alors l'amplitude de la puissance est divisée par 2. La puissance, vous vous rappelez, c'est la tension au carré. Donc, moins 3 décibels, ça correspond à une atténuation de la puissance d'un facteur 2. Et donc, c'est une référence assez naturelle. Quand on parle donc de pulsation de coupure ou de fréquence de coupure, on cherche la pulsation correspondant à une atténuation d'un facteur 2 de la puissance. Donc, à une atténuation d'un facteur racine de 2 de la tension, de l'amplitude du signal, tension ou intensité suivant ce qu'on regarde. C'est bon ? Comme vous le voyez maintenant sur ce graphe, ce quadripôle laisse passer sans aucune atténuation ni amplification, bien sûr, les fréquences basses, toutes les fréquences plus petites ou toutes les pulsations plus petites que cette pulsation oméga 0 passent, se retrouvent intégralement dans US sans aucune modification. Par contre, pour un signal de pulsation élevé, et élevé ça veut dire plus grande
que la pulsation propre, enfin la pulsation de coupure justement, eh bien, vous voyez que l'amplitude qui ressort est très très faible. US, quand oméga tend vers l'infini, US tend vers 0. Donc toutes les pulsations très importantes sont de plus en plus atténuées. Ça, c'est ce qu'on appelle un filtre passe-bas. Pourquoi passe-bas? Parce que ça laisse passer les basses fréquences et ça coupe les hautes fréquences. Alors bas, haut, ça dépend par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à oméga 0. On dit souvent fréquence au lieu de pulsation, ne vous trompez pas pour autant, il y a un facteur de pi entre les deux, mais évidemment, si on a une haute fréquence, on a une haute pulsation aussi. Donc, c'est pour ça qu'on peut être parfois un peu imprécis dans le langage. C'est bon pour tout le monde, ce graphe-là de filtre passe-bas? Alors, on va regarder maintenant le déphasage associé. Et après, on fera la remarque physique qui s'impose. Déphasage, donc on a moins arc tangente de oméga tau. Donc si vous voulez représenter la phase en fonction de oméga sur oméga 0, c'est-à-dire oméga tau, eh bien, vous voyez que pour une pulsation très faible, eh bien, arc tangente de 0, c'est combien? C'est 0. Et pour une... donc, on va mettre oméga 0 ici. Là. Enfin, 1. Pardon, 0, c'est ici. Et pour oméga très grand, on a donc arc tangente de moins l'infini, et arc tangente de moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc si on représente la phase en fonction de la pulsation, eh bien on a un truc qui vaut 0 tend vers 0 à petit oméga. Alors, en fait, ça n'a pas une pente nulle ici. Ah oui, ça fait une pente nulle si on représente ça en log, mais si on ne le représente pas en log, comme c'est le cas ici, au premier ordre, en oméga tau, arc tangente de epsilon petit, c'est epsilon, parce que tangente epsilon, c'est epsilon. Donc ça, pour oméga tau petit, c'est équivalent à moins oméga tau. Donc en fait, ça décroît ici avec une pente... alors ça dépend des... Évidemment, ça dépend des unités, mais bon, avec une pente qui n'est pas nulle. Et puis, qu'est-ce que ça vaut en oméga tau égale 1, c'est-à-dire à la pulsation de coupure? Eh bien, ça vaut exactement l'arc tangente de 1, c'est pi sur 4. Enfin, l'arc tangente de moins 1, c'est donc moins pi sur 4. Et donc, on a ici, on passe par le milieu, là, moins pi sur 4. À la pulsation de coupure. Donc voilà la forme du déphasage en fonction de la pulsation, donc de la fréquence. Donc le bilan de cette étude du quadripôle RC comme ceci, c'est que aux faibles fréquences, eh bien, le gain est nul, c'est-à-dire que la tension de sortie est égale à la tension d'entrée, et il n'y a pas de déphasage. C'est-à-dire que ce quadripôle, c'est juste comme si c'est un fil qui laisse tout passer.
Même tension, pas de déphasage. Mais quand on augmente la pulsation, eh bien, vous voyez que la tension diminue, ça va couper les fréquences de plus en plus hautes, et ça introduit un déphasage qui, pour les hautes fréquences, va être de moins pi sur 2, c'est-à-dire que la tension de sortie va être en quadrature, à pi sur 2, quoi, en quadrature par rapport à la tension d'entrée. Donc elle va être en retard. Alors, faisons maintenant l'analyse un peu physique de ça. Pourquoi on aurait pu, sans aucun calcul, tracer cette allure? Simplement parce qu'il faut se souvenir que un condensateur, ça ne laisse pas passer le courant continu. Hein? Si vous avez un condensateur et que vous lui mettez un courant continu, une fois qu'il est chargé, avec la tension sous laquelle hein, quand on a fait l'étude du circuit RC, par exemple, on avait fait un truc comme ça. Avec ici une tension continue. Bon, au début, vous chargez le condensateur, vous lui mettez un Q qui va culminer, vous vous rappelez, qui monte avec la constante de temps RC qui monte jusqu'à Q égale, Q0 égale CE, d'accord, en fonction du temps. Et une fois qu'ici, vous avez le Q maximal, là, il y a la même tension ici que là, E, et donc aux bornes de cette résistance, il n'y a plus de tension du tout. Donc il n'y a plus de courant, il n'y a rien qui passe. Donc en courant continu, un condensateur, c'est comme un interrupteur ouvert, il n'y a rien qui passe. Ça se voit aussi dans l'impédance complexe. C'est quoi l'impédance complexe du condensateur? 1 sur JC oméga. Vous voyez bien que quand oméga tend vers 0, Z, le module de Z, qui vaut simplement 1 sur C oméga, tend vers l'infini quand oméga tend vers 0. Donc, à faible pulsation, c'est comme si on avait une résistance infinie, c'est-à-dire, effectivement, il n'y a rien qui passe, c'est un interrupteur ouvert. Mais alors, s'il n'y a rien qui passe là, si on peut retirer cette branche, parce que c'est un interrupteur ouvert, évidemment, US égale UE, c'est une évidence. S'il n'y a pas de courant, mais vu qu'on a dit qu'on ne prélevait pas de courant là, comme il n'y a pas de branche ici, si on ne prélève pas de courant là, on n'en prélève pas là non plus. Et donc, effectivement, US égale UE, tout simplement, gain nul, pas de déphasage. US, c'est UE, à faible fréquence. OK? Donc, on retrouve ce comportement évident. Maintenant, à l'inverse, si oméga est très grand, eh bien, un condensateur à forte pulsation, là, pour le coup, ça se comporte comme un simple fil. Et on le voit bien, hein, puisque vous apportez une charge, vous en retirez, ça ne coûte rien. D'accord? On le voit très bien dans l'expression de l'impédance complexe, puisque quand oméga tend vers l'infini, Z tend vers 0. Le module de Z tend vers 0. Donc, l'impédance du condensateur tend vers 0 comme un simple fil électrique, comme un court-circuit. Donc à haute tension, à haute pulsation, notre quadripôle est équivalent à un truc avec ici un fil. Et donc, bien évidemment, US vaut 0, puisque c'est un court-circuit. Donc on retrouve qualitativement que ce circuit-là, à basse fréquence, il se comporte comme un simple suiveur, c'est-à-dire US est égal à UE, puisque ce fil-là, c'est comme s'il n'était pas là, il est ouvert. Et à haute fréquence, c'est comme si on avait un court-circuit, donc bien évidemment, US égale 0. Donc on retrouve ce comportement-là. OK? Bon. Alors, on va passer maintenant à un autre quadripôle important. En fait, le même, mais en intervertissant R et C. Bah oui. On va faire un RL, c'est plus rigolo. Ah bah je veux bien, moi. Vous voulez pas faire CR d'abord? Bon, bah CR alors. Allez. Ah, mais pour... Bon, d'accord. Alors RL. Vous voulez RL? Dans ces cas, on fait directement RLC. Bah non, faisons quand même, allons-y tranquillement. On met L où? On met là alors. Allez, on remplace, c'est pareil. Non mais je vais aller plus vite maintenant. Non, il faut faire les choses lentement une fois.
Donc, c'est peut-être encore chaud dans l'esprit de certains d'entre vous, mais je sais que ce n'est pas le cas pour tous. Donc, alors maintenant, si on met L ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, de la même façon, donc on a dit qu'on allait vite. H qui est US sur UE, ça, c'est donc, à nouveau, on a un diviseur de tension, on a ça sur ça plus ça, et donc, l'impédance de L, c'est JL oméga, divisé par R plus JL oméga. D'accord? Que je peux réécrire d'ailleurs, si on veut, en divisant tout par JL oméga, ça fait 1 sur 1 moins J R sur L oméga. Yes? Que je peux encore écrire 1 sur 1 moins J oméga 0 sur oméga avec oméga 0 égale L sur R. Égale R sur L, pardon. Hein, donc là, à nouveau, oméga 0, c'est l'inverse du temps caractéristique du circuit RL. Hein, vous vous rappelez, c'était le temps caractéristique d'établissement du courant dans la bobine. Bien, alors que vaut le gain? Eh bien, le gain, c'est le module de H. Le module de H, c'est donc le module de ça. Donc, c'est 1 sur racine de 1 plus oméga 0 carré sur oméga 2. Par conséquent, le gain en décibels, qui vaut donc 20 le log de ça, ça fait 10 le log, ça fait, pardon, moins 10 le log de 1 plus oméga 2, oméga 0,2 sur oméga 2. Et donc, on a directement le comportement asymptotique. Vous voyez que quand on voit ça, soit oméga est petit devant oméga 0 carré, et donc le 1 est négligeable, soit au contraire oméga est grand devant oméga 0, enfin oméga 0 carré grand devant oméga 0, oméga, bon, bref, je ne sais plus. Si oméga est grand, hein, c'est ça qui est négligeable, il reste que le 1. Donc, allons-y. Si oméga est petit devant oméga 0, on a GdB. Donc si oméga est petit, ça c'est grand, donc 1 est négligeable. Donc il nous reste moins 10 log de ça, c'est-à-dire moins 20 log de oméga 0 sur oméga, c'est-à-dire 20 log de oméga sur oméga 0. On a inversé le Ouais. Et si oméga est grand devant oméga 0, alors ça c'est négligeable, il ne reste que le 1 là-dedans. GdB, c'est à peu près moins 10 log de 1, c'est-à-dire 0. Bon, alors on peut tracer le diagramme de Bode correspondant. À nouveau, en fonction du log de oméga sur oméga 0. GdB. Alors, pour oméga grand, eh bien, on a un truc constant qui vaut 0. Donc, l'asymptote, la voilà. Pour oméga petit, on a ici une droite. GdB en fonction du log, c'est une droite avec une pente plus 20 et qui passe par 0. Si le log vaut 0, GdB vaut 0. Donc c'est cette droite-là, voilà l'asymptote en question, avec ici une pente à 20 décibels par décade. Tout à l'heure, on avait moins 20 décibels par décade, maintenant on a plus 20 décibels par décade, hein, ça se voit là.
Si j'augmente le log de 1, j'augmente le gain de 10. De 20. Et donc, non, c'est un passe haut. Vous voyez que pour les hautes fréquences, tout passe sans aucune atténuation ni amplification, évidemment. Et pour les basses fréquences, eh bien, c'est atténué de plus en plus. Et pour les fréquences très, très, très basses, il n'y a plus rien qui passe. Donc, alors, qu'est-ce que ça vaut exactement en log de oméga sur oméga 0 égale 0, c'est-à-dire en oméga égale oméga 0? Là, il faut reprendre l'expression complète. Si oméga vaut oméga 0, on a ici moins 10 log de 2, c'est-à-dire moins 3, à peu de choses près. Donc à nouveau, en 0, ici, on passe à moins 3 décibels. Et donc, le diagramme de Bode en amplitude, enfin en gain, quoi, pour ce filtre-là, le voici, dessiné en vert, et c'est donc, bien sûr, un filtre passe haut. Passe haut ou coupe bas, si vous préférez. En général, on dit ce qui passe, mais bon, ça dépend. Alors, qualitativement, pourquoi ça se comporte comme ça? Bien, à nouveau, quel est le comportement d'une bobine à courant continu? C'est un fil, hein, puisque la tension aux bornes de la bobine, c'est LDI sur dt. Si I est continu, donc si DI sur dt est très faible, enfin est nul ou très faible, eh bien la tension est nulle, c'est comme s'il y avait un fil. Donc, à basse fréquence, maintenant, c'est comme si ici il y avait un fil, et s'il y a un fil là, bah, bien évidemment, US vaut 0, puisque c'est un court-circuit. Donc on retrouve qu'à basse fréquence, il n'y a rien qui passe. À l'inverse, à très haute fréquence, si vous faites varier très vite la tension, donc l'intensité qui suit, la dérivée va être grande, puisque la dérivée c'est de l'ordre de 1 sur la période. Donc si la pulsation est très grande, la dérivée est très grande, et donc LDI sur dt, la tension ici va être très grande. En fait, c'est comme si vous aviez un circuit ouvert. Donc à haute pulsation, il n'y a rien qui passe dans une bobine. Et s'il n'y a rien qui passe, eh bien vous avez simplement US qui reconduit UE, hein, sachant qu'il n'y a pas de courant qui sort là, donc il n'y en a nulle part, donc il n'y a pas de chute de tension ici. Donc US vaut UE, c'est ce qu'on retrouve ici. C'est exactement la situation symétrique du circuit RC. Donc retenez bien ça. Une capacité, un condensateur, en courant continu, il n'y a rien qui passe. Et donc à faible fréquence, il n'y a rien qui passe. Et à haute fréquence, tout passe sans entrave. Donc c'est comme si c'était un simple fil. Pour la bobine, à l'inverse, à faible fréquence, donc quasi continue, bah, tout passe sans entrave, c'est comme un fil, c'est comme un court-circuit. Par contre, à haute intensité, c'est bloquant, effectivement, parce que la dérivée est importante. Et donc, alors physiquement, c'est parce qu'il faut créer du champ magnétique associé. Enfin, le créer, le retirer, créer, le retirer, bref. On peut dire que si le courant est continu, il y a quand même une impédance dans la bobine. Non, regardez. Une impédance, une inductance, pardon. Il y a un champ magnétique. Si oméga tend vers 0, l'impédance tend vers 0. Et donc, c'est comme un court-circuit. Ça passe sans problème. OK? Et donc, c'est ce qu'on retrouve ici. C'est pas l'heure, là? L'heure bien passée. Bien passé d'une minute 2. Juste, alors, je ne sais pas si on aura... Vous voulez qu'on continue ou pas? Qu'on en refasse un ou on s'arrête? Et on passe à l'optique. On passe à l'optique. Donc, juste en 2 mots, maintenant, vous comprenez bien que si vous mettez du L et du C, suivant où vous le mettez... Alors, si vous mettez le L là et le R là, ça va revenir à ce qu'on avait vu avec le cas d'avant avec le condensateur. Là,
Si vous aviez interverti le condensateur et la résistance, ça revenait à ça, et donc on avait des filtres de même type. Maintenant, si vous mettez du R et du L, suivant comment vous le mettez, puisqu'en gros, le C coupe le continu qui passe dans lui, et le L coupe les hautes fréquences qui passent dans lui, vous pouvez vous arranger pour faire des diagrammes de Bode qui vont couper les deux, enfin qui vont laisser passer que le milieu et couper le reste, ou bien l'inverse, un truc qui va couper une bande et laisser passer les extrêmes, ou toutes les combinaisons que vous voulez. Donc c'est ce genre de choses. Enfin, entraînez-vous à faire des exemples parce que c'est quand même le genre de truc qui tombe assez souvent, enfin qui est attendu, dont il est attendu que vous connaissiez, vous sachiez faire. Mais le principe est rien d'autre que ce qu'on vient de faire là. Vous prenez la fonction de transfert, vous prenez son module et son log, et vous avez le gain. Et puis pour le déphasage, vous prenez simplement la phase de H, et puis vous regardez comment ça évolue. Voilà. Bon, je suis vraiment désolé d'avoir pas plus de temps pour en faire plus, mais c'est comme ça. Si on a le temps à la fin de l'année, on fera des révisions. Monsieur, pour les Allez, à bientôt. Monsieur, pour les bases